tout est disponible gratuitement. Alors, cette phrase, je l'ai entendue régulièrement sur ma chaîne principale parce que vous le savez, je produis à la fois du contenu grand public, donc en accès libre, mais aussi du contenu payant. Et donc dans cette vidéo, eh bien, on va parler de cette place du contenu gratuit. Est-ce que finalement toutes les connaissances sont disponibles gratuitement? Et bien sûr, je vais surtout parler ici du savoir autour de l'islam et de l'histoire arabo-musulmane parce que c'est mon sujet de prédilection. Et donc on verra, est-ce que cette vision d'un contenu illimité et en accès libre pour l'histoire arabo-musulmane et l'islam, eh bien, elle est véridique. Alors, je commence directement par le premier problème, c'est que d'abord, il y a très peu de contenu, autant vous le dire, notamment sur l'histoire arabo-musulmane. Alors, pourquoi il y a très peu de contenu sur l'histoire arabo-musulmane? Parce que quand vous allez aller sur Internet, les principaux contenus que vous aurez en accès libre, ça concernera uniquement et surtout l'islam. L'islam en tant que religion. Et vous aurez très peu de contenu sur l'histoire arabo-musulmane. Et on peut faire directement le test ensemble sur mon téléphone avec par exemple la question, j'aime bien montrer les choses sous ce prisme-là, à travers la question par exemple de la place des femmes dans l'histoire arabo-musulmane. Si je tape ici, on va le faire ensemble, donc l'histoire des femmes musulmanes, donc histoire des femmes musulmanes, eh bien vous allez surtout tomber sur des vidéos qui auront trait soit à la place des femmes dans l'islam, soit aux premières femmes de l'islam, c'est-à-dire les épouses du prophète Mohammed, mais qui restent vraiment toujours liées à l'aspect religieux et beaucoup moins historique. Donc là vous vous voyez, hein, histoire des femmes dans le Coran, donc voilà, dans le Coran, donc la religion, 4 femmes mystérieuses du Coran, voilà, vont vous surprendre. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Bon là c'est ma vidéo, forcément c'est ma vidéo, donc elle parle d'histoire, 3 femmes musulmanes du Moyen-Âge qui ont marqué l'histoire, histoire du Coran, donc là on est pareil sur les mêmes choses, femme maudite en islam, bon voilà, c'est pas vraiment de l'histoire, Aïcha, donc là voilà, vous l'avez, Aïcha, donc l'épouse, une des épouses du prophète Mohammed. Qu'est-ce qu'on a encore? On peut aller très loin, hein. Fatima, la fille du prophète, donc là aussi toujours religieux. On peut continuer encore, donc écoute l'histoire de cette femme incroyable, à mon avis c'est Rachid Ajay, donc je pense que là aussi c'est de la religion. Là c'est ma vidéo encore une fois, donc c'est de l'histoire, mais voilà. 5 grandes femmes de l'islam, ça va sans doute de la religion. Safiya pareil, l'épouse du prophète, voilà. Donc bref, vous l'avez compris, on a surtout ici des points de vue religieux, et c'est vraiment le problème parce que il faut bien comprendre, et je vous l'ai déjà dit, et je pense que vous le savez depuis le temps, que pour bien comprendre l'islam, il faut aussi beaucoup s'intéresser à l'histoire arabo-musulmane. Et pour bien comprendre l'histoire arabo-musulmane, il faut aussi beaucoup s'intéresser à l'islam. Les deux vont de pair. Donc il y a peu de contenu malheureusement, et quand il y a le contenu qui existe, hein, c'est surtout des livres et des articles universitaires qui bien souvent sont pas en libre accès, qui bien souvent sont payants et qui parfois même sont quand même très chers, sans compter en plus toutes les difficultés ensuite de lecture parce que on parle quand même d'une autre écriture, d'une écriture scientifique, de sans doute très souvent 300, 400, 500, 600 pages à lire et c'est complètement différent que de regarder une vidéo YouTube ou de lire un article plus simple à lire et à comprendre. Problème numéro 2 maintenant, c'est que vous avez des contenus qui sont rarement qualitatifs. Il faut le dire, pour parler d'histoire arabo-musulmane, mais aussi pour parler d'islam, et moi c'est surtout l'histoire arabo-musulmane qui m'intéresse ici, il faut avoir quand même une certaine méthodologie. Il faut aussi quand même être prêt à bosser, à lire plusieurs livres sur un seul sujet. Parce que si vous lisez simplement un seul livre sur un sujet, vous serez forcément biaisé, qu'importe la valeur de l'auteur que vous allez lire, parce qu'il a sa propre vision de la question. Donc déjà, ça demande beaucoup d'efforts d'un point de vue physique, mais ça demande beaucoup d'efforts aussi d'un point de vue intellectuel, parce que il y a toute une méthodologie en histoire à avoir, toute une méthodologie pour comprendre la critique des sources, la critique de comment s'écrit l'histoire aussi, comprendre comment s'écrit l'histoire, parce que sans ça, sans cette méthodologie-là, vous ne pourrez pas faire du bon travail. Donc il y a très peu de contenu qualitatif en accès libre. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui, on pourrait parler encore plus actuellement de cet essor avec l'IA, et je pense que vous avez vu sans doute sur vos accueils, vos pages d'accueil YouTube, beaucoup de contenus IA qui sont créés, notamment encore une fois, surtout sur la religion, mais beaucoup plus en plus quand même sur l'histoire. J'en ai vu beaucoup passer sur l'histoire de l'Afrique du Nord, l'histoire des Berbères. Et bien là aussi c'est très bien d'avoir ces contenus-là, mais le problème c'est que la qualité elle suit pas. Parce que certes, ChatGPT est capable de lire des PDF, de retirer des informations de PDF universitaires. Mais le problème c'est que il reste quand même
une intelligence artificielle qui est souvent assez faillible. Donc quel contenu il va choisir, parfois même il va se tromper dans les contenus qu'il va choisir, parfois il va pas lire tout le document, donc il va prendre qu'une seule partie du document, et puis ensuite, la personne qui va faire le montage, qui est même pas d'ailleurs la personne qui fait le montage, parce que là encore c'est l'IA qui fait le montage, mais la personne qui va créer la vidéo, elle ne s'y connaît pas forcément en histoire, donc elle pourra pas relire le script, comprendre si vraiment il est juste ou non, et donc c'est compliqué. Donc les principaux contenus, en tout cas sur l'histoire arabo-musulmane, malheureusement c'est des contenus qui ne sont pas assez qualitatif. Troisième problème avec le contenu gratuit, c'est aussi un manque de cohérence. C'est un manque de cohérence parce que si vous voulez aujourd'hui vous former sur l'histoire arabo-musulmane, même sur l'islam, on pourrait parler aussi d'islam, c'est que vous êtes obligé de sélectionner différents contenus. Déjà, il faut sélectionner des contenus qui sont qualitatifs. Donc déjà, ça commence à être compliqué parce que ça demande beaucoup de temps de recherche. Mais en plus, il faut que vous alliez à droite à gauche pour finalement rassembler les meilleurs contenus sur un sujet. Donc vous êtes un petit peu dans le rôle de l'abeille qui va butiner de fleur en fleur, qui va prendre parfois un petit peu d'alimentation ici, un petit peu encore, et pour finir sa journée, elle est obligée de butiner sur 1000 fleurs différentes pour finalement avoir engrangé la nourriture ou le savoir qu'elle avait pour objectif d'accumuler. Et ça aussi c'est un problème parce que aujourd'hui, je pense que je vous apprends rien, c'est que nos quotidiens sont très chargés, on n'a pas le temps déjà pour nous-mêmes, alors pour recueillir un savoir qui soit aussi profond, ça devient vite très compliqué. Maintenant, le quatrième problème avec le contenu gratuit, c'est que bien souvent, le contenu gratuit, vous allez trouver, alors il y a sur Internet, mais surtout ici, ce quatrième problème, il vaut pour les réseaux sociaux et notamment pour YouTube. Pourquoi YouTube? Parce que quand on est créateur, quand on crée des vidéos, eh bien la majorité, l'écrasante majorité des créateurs, eh bien leur objectif principal, c'est quand même de faire le plus de vues possible. Pourquoi le plus de vues possible? Alors bien sûr, il y a le biais humain, parce que si on crée des vidéos, on passe une centaine d'heures sur une vidéo, on a quand même une certaine envie que de plus de personnes possibles découvrent cette vidéo, mais aussi pourquoi? Parce que ces vidéos-là, elles prennent beaucoup de temps. Ça veut dire que bien souvent, on dédie notre quotidien à la création de vidéos. Et forcément, qui c'est qui va remplir le frigo? C'est pas Tata Jacqueline, c'est pas la voisine, c'est nous-mêmes. Et donc les vidéos doivent nous rapporter de l'argent. Et c'est là qu'on en vient donc à l'autre pression, c'est que pour avoir de l'argent sur YouTube, sans créer de contenu payant, on va y revenir par la suite, il faut avoir le plus de vues possible. Pourquoi? Il y a les pubs YouTube, mais attention, les pubs YouTube rapportent finalement assez peu d'argent, à part si on fait vraiment 200 000, 300 000 vues, à partir de là, ça commence véritablement. Mais ce qui rapporte le plus d'argent aux YouTubeurs, ce sont les partenariats rémunérés avec les marques qui, vous le savez, aujourd'hui sont largement démocratisés, alors qu'il y a 8 ans, c'était pas du tout le cas. Et si on faisait un partenariat, on était presque pointé du doigt en disant ouais, t'es vraiment un bip parce que t'es vendu, t'es un commercial, voilà, finalement tu vas à l'encontre des valeurs de YouTube, finalement là aussi du contenu en libre accès. Et le problème, c'est que le YouTuber va forcément privilégier les vues, privilégier donc ses revenus aussi, tout simplement, c'est rester terre à terre par rapport, peut-être, il va mettre de côté l'aspect de transmettre des connaissances profondes à son audience. C'est d'abord et avant tout maximiser quand même le potentiel de vue, quitte à peut-être passer de côté, mettre de côté une certaine complexité de son sujet. Alors bien sûr vous me direz, oui mais Romain c'est très bien, mais justement ton rôle c'est ça, t'es vulgarisateur, donc en fait le but c'est que tu rendes des sujets peut-être chiants ou complexes, hyper intéressants et hyper attractifs. Mais là je vous dirais, oui d'accord, mais c'est risqué. C'est risqué. Parce que si on fait ça, certes, on le fait, c'est cool et c'est super pour vous et pour le public, mais c'est risqué pour nous. C'est-à-dire que si les vidéos ne marchent pas, déjà on va mettre plus de temps à faire la vidéo parce que c'est plus complexe. Mais en plus, si la vidéo ne marche pas, on va avoir du revenu en moins. Et peut-être que ça va se traduire par une insécurité, qui va faire aussi que ça va s'impacter sur le confort mental du youtubeur qui va avoir de plus en plus de mal à faire des vidéos. Et vous le voyez très régulièrement aujourd'hui, de plus en plus, des youtubeurs aussi font des burn-out par rapport à ça, parce que c'est toujours la course aux vues, la course aux vues, la course aux vues, la course aux vues. Donc vous voyez ici 4 problématiques. Si je devais résumer donc ces 4 problématiques, on va y revenir ensemble. Le problème numéro 1, donc c'est qu'il y a très peu de contenu gratuit et vraiment qualitatif sur Internet. Le problème numéro 2, c'est justement donc l'aspect qualitatif, donc très peu de contenu. Et parmi en plus ce peu de contenu, il y a quand même des contenus qui sont majoritairement de mauvaise qualité malheureusement. Le troisième problème, c'est qu'il y a un manque de cohérence, donc il y a un manque finalement pour vous, vous êtes obligé de butiner à droite à gauche comme une abeille pour recueillir le savoir que vous souhaitez acquérir. Et puis problème numéro 4, l'attrait pour les sujets tendances sur YouTube, qui fait que c'est toujours la course aux vues, et donc forcément que
les sujets populaires ne sont pas toujours les sujets, les contenus qui sont forcément les plus utiles pour vous qui, si vous êtes sur cette chaîne-là, eh bien cherchez véritablement à développer des connaissances profondes. Mon choix aujourd'hui, et vous le savez parce que je le dis assez régulièrement, c'est que moi j'ai choisi une autre voie que cette voie qui est partagée par l'écrasante majorité des vulgarisateurs sur YouTube. J'ai choisi d'un côté de faire toujours, parce que c'est hyper important pour moi, ce contenu gratuit qui est accessible à tout le monde, mais aussi de créer un contenu payant qui est donc en accès limité à ceux qui ont les moyens, mais ceux aussi qui ont l'envie d'aller encore plus loin pour accéder à un contenu payant. Et maintenant, je vais donc aborder avec vous le fait de pourquoi j'ai choisi cette voie-là et donc les bénéfices pour moi en tout cas du contenu payant. Alors le premier bénéfice c'est quoi? Le premier bénéfice c'est que pour moi c'est un fonctionnement qui est beaucoup plus sain à la fois pour moi et aussi pour vous. Pourquoi c'est plus sain? Je vous l'ai dit, parce que YouTube ça marche beaucoup sur la course aux vues, sur la course à la tendance. Et donc la rémunération de YouTubeur, donc on parle de rémunération morale si vous voulez, donc le nombre de vues qu'il fait, donc immatériel, et la rémunération matérielle, donc l'argent qu'il va toucher, dépend du nombre de personnes qu'il va atteindre avec ses vidéos. Donc il est dépendant de l'algorithme. Donc l'algorithme dicte finalement le contenu que vous allez voir. Grâce au contenu payant, eh bien c'est une minorité de personnes, c'est le public, c'est vous, et souvent une minorité, parce que c'est une minorité qui achète forcément des contenus payants, qui remplace l'algorithme. Donc c'est vous qui êtes les seuls capables de dire au créateur, ce que tu fais, c'est bien, ce que tu fais, ça nous apporte de la valeur, et donc on te paye pour ça, on te rémunère. Donc c'est positif des deux côtés, parce que le public va recevoir de la valeur du créateur, le créateur crée des vidéos, crée des contenus qui vont apporter de la valeur au public, et en plus il sait que plus il apporte de la valeur, et plus il va donc avoir du revenu mental, parce que satisfaction d'apporter des choses positives aux gens qui sont utiles pour les personnes, mais aussi satisfaction et rémunération matérielle, parce que plus il apporte de la valeur, plus il va toucher de l'argent, plus il sera aussi dans le confort matériel. Donc ça veut dire moins de pression sur le contenu, et ça veut dire aussi que plus le créateur a des moyens, et plus le créateur peut aussi développer plus rapidement, plus aisément, plus confortablement, à la fois ses contenus payants, mais aussi ses contenus gratuits. C'est-à-dire que si vous participez et que vous accédez à des contenus payants, votre argent servira aussi à améliorer les contenus en accès libre et à améliorer les contenus en accès limité, en accès payant. Le deuxième bénéfice, c'est qu'aussi il y a un gain de temps pour vous et en simplicité. Je vous l'ai dit, le problème des contenus gratuits, c'est que c'est tout véritablement. Déjà, c'est compliqué de trouver un contenu vraiment de qualité, je le rappelle, mais aussi vous êtes obligé de butiner à droite à gauche. Eh bien, le bénéfice du contenu payant, c'est que ma valeur, c'est de prendre, de lire plein de livres différents, dont aujourd'hui vous n'avez pas accès parce que des fois ça coûte cher et en plus c'est des choses qui sont très compliquées à lire et à comprendre. Eh bien moi, mon but de vulgarisateur est en tant qu'ayant une qualité de pédagogue, eh bien c'est que je synthétise toutes les lectures que je vais faire et je vais vous transmettre une vision condensée, une vision non pas simplifiée mais condensée, qui va vous permettre de comprendre ce que j'ai lu, mais de manière extrêmement rapide. Si parfois des fois je mets une centaine d'heures à faire des lectures pour un programme, vous allez le comprendre. Tout ce que j'ai appris, vous allez comprendre en seulement 4 à 5 heures, voire même parfois moins en 3 heures. Et ça, c'est le but des contenus payants, c'est finalement de vous faciliter le travail, de finalement vous permettre d'aller donc 30 à 40 à 50 fois plus vite. Et en plus, de supprimer aussi votre fatigue, parce que bien sûr, faire des lectures pendant une centaine d'heures, essayer de comprendre et de retenir les choses importantes, c'est une fatigue mentale, c'est à la fois perdre du temps, c'est du temps que vous n'aurez pas à passer donc avec vos loisirs ou avec vos proches, de passer du temps avec vos proches ou finalement de prendre soin de vous-même, c'est du temps que vous n'avez pas pour ça. Donc bénéfice numéro 2, encore une fois, c'est véritablement qu'on va plus vite et on acquiert aussi un savoir de plus grande qualité. Justement donc, bénéfice numéro 3 du contenu payant, c'est aussi acquérir un savoir de qualité. Donc évidemment, j'ai des compétences, vous le savez, ça fait 5 ans que je travaille sur le sujet, j'ai fait une fac d'histoire, toutes ces méthodologies, toutes ces compétences-là, ça me permet aujourd'hui de vous transmettre un savoir qui soit le plus qualitatif possible. Le bénéfice 4 maintenant, c'est aussi l'engagement du contenu payant. Je pense que vous avez déjà connu ça, c'est-à-dire que vous vous dites, vous avez une vidéo YouTube qui vous paraît bien, et vous vous dites, bon, là j'ai pas le temps de la voir aujourd'hui, je dois partir au travail, vous rentrez du travail, bon, là, ce soir, j'ai pas trop le temps de voir cette vidéo, je la verrai demain. Bref, en réalité, c'est le mal du siècle, c'est la fameuse procrastination et ça touche tout le monde. Mais ça vous touche encore plus quand il s'agit de contenu gratuit. Parce que vous n'avez pas fait l'effort
vous n'avez pas donné quelque chose pour accéder à ce contenu. Ce contenu, en un simple clic, vous avez accès à ce contenu. Et vous savez que dans un an, vous aurez toujours accès à ce contenu normalement. Dans le cas d'un contenu payant, bah, vous avez payé. Vous vous êtes engagé. C'est comme si vous avez vraiment dit, vous avez signé, vous avez dit, je m'engage finalement à profiter de ce contenu-là, à acquérir les connaissances qui sont disponibles dans ce contenu-là. Et il y a un biais humain qui joue du coup sur le fait que le contenu payant va beaucoup plus vous engager et vous obliger et vous motiver à acquérir des connaissances. Parce que le biais humain, c'est l'aversion à la perte. Quand même vous mettez juste 10 euros, des fois 50 ou 100 euros pour accéder à un contenu, forcément vous dites, attends mais si je ne profite pas des connaissances de ce contenu-là, bah, en fait j'ai perdu 100 euros en fait, ça sert à rien que je paye, enfin c'est débile. Et là vous êtes motivé à acquérir cette savoir-là. Alors oui, ça paraît peut-être un petit peu dommage de dire que finalement, bah, en fait je suis pas vraiment motivé. Mais non, vous en voulez pas, c'est juste l'esprit humain qui est comme ça. Le cerveau humain veut toujours remettre les choses le lendemain. Et ce contenu payant, il tend à quand même à diminuer largement ce problématique finalement de procrastination. Donc voilà ce que j'avais à vous dire par rapport au contenu gratuit, les problèmes du contenu gratuit et les bénéfices du contenu payant. Vous l'aurez compris à travers ces bénéfices du contenu payant, des raisons qui m'ont poussé à faire donc ce double contenu à la fois gratuit et payant. Je pense que vous l'aurez compris très bien. Pour moi, il s'agit en tout cas aujourd'hui de la meilleure des méthodes pour transmettre des connaissances. Pour moi, c'est la voie que j'ai choisie et je la trouve comme étant la plus juste en fait, à la fois pour vous et pour moi. Donc d'ailleurs, si vous voulez acquérir des connaissances, acquérir les bases sur l'histoire arabo-musulmane et l'islam, je vous rappelle qu'il y a le programme gratuit Apprentissage Hebdo où chaque semaine pendant 45 à 49 jours, mais en vrai en 45 jours vous aurez déjà des bonnes bases, pendant 45 jours, une vidéo par semaine dans votre boîte mail. Et pour vous inscrire, encore une fois c'est gratuit, il vous suffit de me transmettre votre mail. Et bien ça se passe sur le premier lien en description. Et sur ce, n'hésitez pas, encore une fois, comme toujours, à me partager vos réflexions, vos retours sur la vidéo dans les commentaires. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Mais jusque-là, comme toujours, portez-vous bien.